Je ne peux pas accepter ça dans ma maison. Il faut assumer. Il ne m'a même pas laissé le temps de me défendre ou d'expliquer. Mais là, c'est déjà fait. Là. Ouais. Quand il décide de vous mettre dehors, votre mère, elle dit quoi? C'était pas facile. Franchement, c'était pas facile. Il n'a pas accepté. Et quand vous vous retrouvez chez lui, la vie se passe comment? Une jeune de 18 ans qui se retrouve dans la même situation, vous lui diriez quoi? De 18 ans qui se retrouve enceinte. Oui. Et ma question aujourd'hui, c'est, vous êtes en France aujourd'hui. Comment ça se passe pour que vous vous retrouviez en France? Déjà, quand je parle de ma jeunesse, il est important pour les jeunes, les enfants d'écouter les parents. Dans ce livre, comme je dis, je suis chrétien, dans ce livre saint qui est la Bible, il nous dit de ne pas avoir confiance en l'homme. Est-ce que pardonner signifie se remettre avec la personne? C'est pour ça qu'il est important de faire le travail sur soi. Dans ce livre, le message, il est simple, hein. Comme je dis, résilience, reconstruction, transformation. Et en même temps... Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. L'épreuve n'est pas une fatalité, c'est la force et le courage d'avancer ou de continuer qui compte. Femme, relève-toi. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et que tu arriveras des choses bien. Tu connais la chanson? Nouvel épisode, nouveau décor et surtout, nouvel invité. Aujourd'hui, notre invité du jour, c'est une femme d'origine ivoirienne. Une fois de plus, la belle famille. Décidément, ils ne veulent pas me lâcher. Mais nous sommes là. Au cours de cet échange, tu découvriras le parcours d'une femme pour qui les choses n'ont pas toujours été faciles, mais qui a su tirer son épingle du jeu. Et comme derrière chaque obstacle se cache en fait une leçon, et cette leçon n'a de sens que si les autres autour de nous peuvent en bénéficier. C'est la raison pour laquelle notre invité du jour a tenu à partager son expérience avec nous, mais surtout au travers d'un livre qui s'intitule « Femme, relève-toi », paru aux éditions Argent Livre. Et au-delà de ça, si tu nous retrouves aujourd'hui, prends une siège, prends du thé, prends une paire d'écouteurs, assieds-toi parce que ça va être énorme. Mais avant d'aller plus loin, je suis obligé de préciser une chose, c'est que cette émission est enregistrée en direct de chez Ultimate Pod, le seul studio d'enregistrement de podcast, le premier en région parisienne. Donc si jamais toi aussi tu veux avoir ce genre de contenu, tu as une seule chose à faire, rendez-vous sur ultimatepod.fr. Et au-delà de ça, si jamais, comme notre auteur du jour, Madame Annick Wassa, tu souhaites toi aussi écrire un livre qui impacte en 28 jours top chrono pour impacter les générations présentes et futures, rendez-vous sur argentlivre.com pour le programme Plume d'élite. Je ne saurais démarrer cette émission sans remercier Herman Kamga qui est à la régie. Et maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité, tout en rappelant que c'est comme d'habitude, ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. On va tirer à balles réelles. On aime le sang. Bonjour Madame Wassa. Bonjour Monsieur Valère. Comment vous allez? Ça va, bien. Super. Alors, c'est quoi quel a été le meilleur moment de votre vie jusqu'à présent? Ah ouais, bonne question. Le meilleur moment de ma vie jusqu'à présent, ça a été la naissance de mon fils. La naissance de votre fils. Mais qu'est-ce qui fait de ce moment un moment unique? Ah, ça fait toujours du bien hein, pour une femme de voir son bébé entre ses mains. Ouais. Et c'est quoi le pire moment de votre vie? Ah ouais, le pire moment, ça a été tout ce parcours-là avant de voir cet enfant-là dans les mains. Ouais. C'est quoi le plus dur lorsqu'on porte une grossesse et tout? Le plus difficile, il faut gérer tout ce qui est émotion, il faut gérer la période de grossesse et puis après l'accouchement. Hein. Comment ça? L'accouchement? Oui. Ah ça se raconte pas, hein, ça se vit. Ça hein. se vit. Bon, moi, je suis un homme, je le dirai jamais. Ça se vit, ça se vit. Bon, moi, je suis un homme, heureusement, d'ailleurs. La douleur de l'enfantement, comme on dit, hein, ça se vit. Ok. Chacune a son expérience, en fait. Non, ça, c'est sûr. Et donc, pour ceux qui vous décrivent aujourd'hui, qui êtes-vous? Ah, bon, je suis Annick Wassa, de nationalité ivoirienne. J'ai eu un parcours assez difficile, je dirais même très difficile. Mais par la grâce de l'Éternel, je peux me relever.
Hein, je peux me relever. Et puis bon, aujourd'hui, j'embrasse la carrière de coach de vie. Voilà, pour pouvoir partager aussi avec les femmes un peu ce que j'ai vécu et ce que aussi d'autres femmes vivent. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vécu? Racontez-nous. Nous, on aime les histoires. Racontez-nous. Qu'est-ce que vous avez vécu? Alors, il se trouve que dans mon jeune âge, précisément en classe de terminale, hein, pour dire, avant d'arriver en classe de terminale, j'étais une jeune fille très, 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 très dynamique. Très dynamique. Hein, je vais, depuis le lycée, déjà très sportive. Oui. Et à l'époque, en Côte d'Ivoire, il y avait, dans chaque école, il y avait le OASU. Donc, chaque école avait une équipe. Oui. Donc, j'étais pratiquement depuis la classe de 5e jusqu'en terminale dans toutes les équipes, voilà. C'est quoi je jouais au handball. Au handball, ok, d'accord. Voilà, donc très, très, très dynamique. Et aussi, je participais aussi à l'église, au CVAV. En tout cas, vraiment, j'étais très, très, très active. Et voilà que du jour au lendemain, à la suite d'une grossesse précoce, tout va s'arrêter. Voilà. Ouais. Et bon, justement, comment ça s'est passé? Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu la rencontre avec le père de l'enfant. Comment ça se passe? Bon, en terminale, déjà, il y avait une amie de classe à cette période-là qui était un peu plus âgée que moi, je crois, de 3 ans. Mais elle vivait en couple. Voilà, elle était mariée parce que je crois que sa confession religieuse, elle s'était déjà mariée un peu très tôt. Voilà. Et c'est par son intermédiaire que, bon, nous nous sommes rencontrés. Voilà. D'accord. Et là, vous tombez enceinte, vous avez quel âge à peu près? 18 ans. 18 ans. 18 ans. Et comment réagit la famille, du coup? Ah, difficilement. Dites-nous tout, dites-nous tout. Là. Ça a été très, 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 très difficile parce que mon papa, c'était pas quelqu'un de... Il était quand même un peu dur. Hein. Il était très dur. Donc, déjà, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Oui. Et puis, quand je suis, j'en ai parlé à ma mère. Oui. Et après, là, elle dit, bon, on va à l'hôpital pour aller voir, pour voir la confirmation. Et là, on part. Le médecin et tout, il fait son examen. Il dit, ah, madame, votre fille est enceinte. Ma mère a attrapé la tête. Ah, tu m'as tué. Oui, tu m'as tué. Ah, déjà, ce ne serait pas compliqué avec ton papa. Et en plus, tu es en classe d'examen. Oui. L'école vient à peine de commencer. Tu es enceinte. Ah, ça. On arrive à la maison, il faut dire à papa. Oui. Et tourne. Finalement, elle donne la nouvelle à papa. Ah, ça, il n'est pas passé par 4 chemins. Et il t'a dit quoi? Il vous a dit quoi? Il dit, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça dans ma maison. Il faut assumer. Oui. Hein? Il ne m'a même pas laissé le temps de me défendre ou d'expliquer. Mais là, c'est déjà fait, là. Oui. Et ma mère m'a dit, ah, non, j'espère que tu n'as rien pris, parce que non, il ne faut rien prendre. C'est déjà fait. Ah ben, tu vas regarder, hein. Et puis bon, voilà. Quand je suis là après, il a commencé à crier, tempêter, et puis je me suis dit, bon, tu quittes ma maison. Tiens, je quitte ta maison. Je vais où il dit ça, c'est pas son problème. Ah ouais. Ah, ça a été difficile. Oh là là. Donc je sors, mais avant de sortir, je dis, bon, je pars pas. Il sort de la maison, il revient, il me trouve là, il tient encore là, t'es pas encore parti. Je dis, mais papa, je vais où il dit ça, c'est pas mon problème, débrouille-toi. Débrouille-toi. Donc, finalement, je sors et je m'assois là, pas loin de la maison, devant la maison. Il ressort encore, il me voit là, tu es encore là devant ma maison? Jusqu'au soir et finalement, je pars. Maintenant, je suis le papa de mon fils. Je dis, ah voilà, on m'a mise dehors. Hein. Mais, et quand il décide de vous mettre dehors, votre mère, elle dit quoi? Elle a tout fait, mais bon, il n'a pas accepté. Bon, vous connaissez nos parents d'avant, là. C'était pas facile. Franchement, c'était pas facile. Il n'a pas accepté. Donc, je suis partie. Donc, du jour au lendemain, comme ça, je me retrouve... à la rue. À la rue, femme au foyer. Donc, du coup, vous avez décidé d'aller habiter chez... Ben oui, parce que j'avais pas... Et le père de votre enfant, il avait quel âge à peu près? Il avait, je crois,
7 ans de plus que 7 moi. ans de plus que vous. Ok, d'accord. 7 ou 8 ans, je ne sais plus. Voilà, donc je me retrouve là-bas. Et lui, déjà, là, il vivait avec une de ses petites sœurs qui devait être en classe de CM1 ou CM2 à l'époque. Voilà. Donc, voilà. Ok. Et quand vous vous retrouvez chez lui, la vie se passe comment? Ah ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Bon, je continue quand même d'aller à l'école. Oui. Je continue d'aller à l'école. De là, je partais à l'école. Et bon, je vivais une vie, on va dire, comme femme au foyer, quoi. Voilà. Et qui s'occupe de vous? C'est lui qui s'occupe de vous? Oui, finalement, c'était lui. Pour les besoins au quotidien? Pour les besoins au quotidien. Et là, le regard des gens autour de vous, ça se passe comment? Ah, c'était difficile. Ça a été difficile. Bon, ça racontait beaucoup parce que bon, j'étais une primipare. C'était la première grossesse, donc forcément, le ventre, il ne sort pas et tout. Mais il y a eu quand même des bruits de bottes quand même dans la ville. Parce que mon père était fonctionnaire, donc forcément, ses collègues ont dû savoir qu'il a mis sa fille dehors. Donc ça racontait, mais bon, j'ai dû braver tout ça. Et puis bon, je continuais à aller à l'école. Voilà. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas pensé à interrompre la grossesse? C'est sûr que ces idées comme ça vous traversent, l'esprit. Mais bon, on se dit, est-ce qu'il faut prendre ce risque et tout? Oui. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il y a eu des personnes autour, et puis bon, des histoires où des femmes ont tenté de faire ça, et puis après, elles n'ont plus eu d'enfants. Donc, vaut mieux ne pas. D'accord. Voilà. Mais vous, du coup, qu'est-ce qui vous a le plus empêché puisque j'ai pu comprendre que vous êtes chrétienne. Ouais. Vous êtes chrétienne depuis toute petite. Oui. Et du coup, c'est plus parce que vous aviez peur que, suite à peut-être cette interruption de grossesse, que vous puissiez devenir une femme stérile, ou alors parce que c'est la religion? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous ne... Les deux. Les deux. La religion, et puis après, je prends le risque, et après, si je ne peux plus... là, je suis jeune, mais si après, je ne peux plus avoir d'enfant, je fais comment? Ok. Bon, à une jeune de 18 ans qui se retrouve dans la même situation, vous lui diriez quoi? De 18 ans qui se retrouve enceinte? Oui. Bon, je lui dirais vraiment de garder. Oui, pourquoi? Parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Comme dit mon père, quand on verse de l'eau par terre, on ne peut plus ramasser. Donc, c'est déjà fait. Donc, il faut assumer. C'était avant ça que tu devais prendre tes précautions. Oui. Mais là, c'est déjà fait. Et en tant que femme, on sait que la maternité fait partie, c'est une des missions de la femme. Oui. Mais certainement, il faut attendre le bon moment. Tu n'as pas attendu le bon moment, c'est fait, il faut assumer. Et c'est quoi le bon moment pour être maman, s'il faut dire ça comme ça? À mon avis, le bon moment, déjà, il faut après 20 ans. Après 20 ans, c'est déjà ça. Parce que je me dis que quand 20 ans, 21 ans, 22 ans, à cet âge-là quand même, tu es une femme mûre. Oui. Tu es mûre. Et le deuxième bon moment, il faut avoir un enfant quand tu peux déjà prendre soin de toi, financièrement. Oui. Parce que c'est pas évident, c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. Tu n'as pas les moyens, tu tombes enceinte, c'est pas simple. Ouais. Et donc, pendant ce parcours-là, bon, il faut porter l'enfant pendant 9 mois, vous continuez à aller à l'école. Oui. Vous continuez à aller à l'école. Et avec le père de l'enfant, ça se passe comment? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe? Oui, un peu compliqué quand même. C'est quoi le plus compliqué? Parce que lui aussi, il ne s'attendait pas plus ou moins à ça, de se retrouver aussi du jour au lendemain je veux dire, pas couple, mais je veux dire vivre avec une femme comme sous son toit. C'est aussi d'autres responsabilités. Et au-delà de ça, mon père, il ne s'était pas arrêté là. Ah oui, il est même parti au tribunal. Parce que la majorité pénale, c'était 21 ans. Ouais. Voilà, donc il allait au tribunal, porter plainte contre moi. Et contre monsieur. vous? Mais oui, puisque je devais me rendre aussi au tribunal, mais malheureusement, j'avais accouché à cette période, donc je ne suis pas partie. Oui. D'abord, je ne dirais pas contre lui, parce que c'est dit qu'il a pour détournement de mineurs, en fait. Oui, voilà, détournement de mineurs. Voilà. OK. Donc tout ça aussi, ça faisait aussi la pression sur le monsieur. Voilà. D'accord, OK. Ça faisait la pression. OK, et du coup, après, l'accouchement se passe bien? Oui, ça s'est passé bien. Et ça s'est passé bien. Avant, c'était un peu compliqué parce que j'avais des menaces. De qui? Des menaces de grossesse. Ah, ok. Parce qu'avec tout ce qui était autour, comme émotion, pression et tout, donc je crois un mois ou un mois et demi, le médecin, je suis restée couchée à l'été. Donc du coup, là, je n'allais plus à l'école alors que je devais passer mon examen. Donc j'ai une amie qui m'envoyait les cours. Bon.
Donc, il fallait que j'étudie en même temps et tout. Donc, voilà. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez jamais dit que tout était fini pour vous, votre vie, voilà, ça devait s'arrêter là, vous n'aurez pas d'avenir? Parce que très souvent, c'est ça. Lorsqu'on tombe enceinte jeune, on se dit, bon, moi, je pourrais faire les études, devenir une grande dame, mais là, avec l'enfant, ça devient impossible. Oui, au début, oui. Au début, oui, ça m'a traversé l'esprit. Parce que, bon, là, maintenant, j'ai un enfant. Si j'accouche, j'ai un enfant, je fais quoi? Il faut que je m'en occupe. Oui. Je ne travaille pas. Oui. Je suis encore sur les bancs. Donc, il faut penser à peut-être trouver quelque chose de rapide, là, pour pouvoir gérer tout ça. Donc, forcément, ça m'a traversé l'esprit. Ça m'a traversé l'esprit par la suite, mais ça a été difficile parce qu'à un moment, je ne voulais plus aller à l'école. Hein. Je ne voulais plus aller à l'école. Et cette année-là, mon père, il partait à la retraite, en fait. Donc, ça fait beaucoup aussi. Et il y a un doyen de la famille, là. Je ne voulais même plus aller à l'école. Parce qu'après, mon bac n'a pas marché. J'ai même échoué pratiquement à 1 point. Hein. Ouais, j'ai échoué à 1 point. Et donc, je devais reprendre la classe du terminal. Et donc, je ne voulais plus aller à l'école. Sincèrement, j'avoue, je ne voulais plus aller à l'école. Et donc, comment vous gérez ça, le fait que ce soit aussi difficile? Comment vous faites pour trouver la force d'aller jusqu'au bout de la grossesse? C'est l'enfant. Vous savez, quand vous portez un enfant, vous avez la possibilité de parler à cet enfant-là. Voilà, et puis c'est votre force, voilà. Surtout quand au moment des menaces, là, oui, je parlais, il faut qu'ils tiennent. Oui. Parce qu'il y a eu trop de problèmes autour. Oui. Donc, il faut qu'ils tiennent. Ils tiennent aussi pour voir le jour. OK. Voilà. Et bon, après l'accouchement, comment ça se passe? Après l'accouchement, déjà, c'est très, très, très bien passé. Et après, quand mes parents ont su que j'avais accouché, ils se sont rapprochés de moi. Voilà. Quand ils se sont rapprochés de moi, ma mère venait de temps en temps m'aider à s'occuper de l'enfant et tout. Et un jour, ma mère qui vient me dire, ton papa dit, comme tu as accouché là, voilà, il faut prendre telle plante. Parce que je tombais tout le temps malade, en fait. Je tombais tout le temps malade. Et puis, je crois qu'il a su ça. De prendre telle ou telle plante, j'étais surprise. Je dis, Et 2 ou 3 jours après, elle me dit, on vient me dire, non, mon papa dit, il faut retourner à la maison. D'accord, donc j'en parle au papa de mon enfant et tout. Non, lui, il n'a pas accepté ça. Il n'a pas accepté. Mais voilà maintenant. Je suis au milieu. Que faire? Un véritable dilemme, franchement. Je ne savais plus que faire. Je ne savais plus que faire. Et donc, il fallait faire un choix. Partir, retourner en famille ou rester. Franchement, ça a été difficile. Ça a été très, 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 très difficile. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Racontez-nous. Les problèmes de... c'est vrai qu'il y a, hormis tout ce que j'ai raconté comme problème, mais là, ça sera maintenant des problèmes qui vont jouer sur l'aspect psychologique. C'était quoi de ma personne. Donc, le papa qui va commencer à me mettre la pression. De quoi? Si tu pars, c'est que tu abandonnes ton enfant. Si vous partez Si moi, je vais chez mes parents. OK. Vous rentrez, vous installez là-bas? Ouais, je retourne en famille. OK, d'accord. Voilà. Je retourne en famille, mais il n'est pas question que je parte avec l'enfant. Donc, si je pars, je vais seule. Parce que dès le début, mon papa, il n'a pas accepté la grossesse. Donc, s'il n'a pas accepté la grossesse, il n'accepte pas aussi l'enfant. Donc, je pars, je laisse l'enfant. Je dis non, je ne peux pas partir sans l'enfant, il est encore petit et puis il est au sein et tout, et tout, et tout. Donc, ça a été difficile à gérer. Et puis, j'ai pris quand même le risque d'aller une nuit. Et quand je suis partie cette nuit-là, mais je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas fermé l'œil. Donc, le matin, à la première heure, je me lève, je retourne pour aller voir l'enfant et tout. Et là, je me rends compte qu'il n'est plus à la maison. On me dit qu'il est parti à la gare. Il est parti à la gare, comment ça? OK. Donc, comme c'est dans une ville de l'intérieur,
Il n'y a pas 2000 gars. Donc, je pars à la gare. Je me rends compte qu'il est en train de quitter la ville pour aller à Abidjan. Ah non. Je retourne rapidement, je vais voir ma mère. Elle me donne de l'argent. Je prends mon ticket. Je monte avec eux dans le même car. Je ne dis pas question. Déjà, c'est difficile de pouvoir laisser la nuit. Je n'ai pas dormi. Donc, imagine si je dois être dans une autre ville et puis l'enfant dans une autre ville. C'est compliqué. Donc, je pars. Et là, il avait l'enfant avec lui. Je crois que ce qui a fait qu'il m'a redonné l'enfant, c'est que l'enfant n'avait plus de biberon. Il n'y avait pas pensé. Il n'y a pas pensé. Comme quoi pour dire les hommes. Hein. Eh, pardon. Il n'y avait pas pensé. Nous laisser. Voilà. Donc voilà, on va faire comment? L'enfant doit manger. Donc il me redonne l'enfant dans le cas toute la nuit. Et là, la ville était tellement loin d'Abidjan, il faut rouler pratiquement, je crois, toute une nuit, près de 5 à 6 heures, le temps d'arriver à Abidjan. Parce qu'on arrivait à Abidjan le matin. Oui. Voilà, on est arrivé à la capitale le matin. Donc l'enfant au moins a eu à manger et tout. Maintenant, on arrive à la gare. Ah! Non, je pourrais tout croire sur cette terre-là, sauf ça. Franchement. Arrivé à la gare, on m'arrache l'enfant. Ah ouais. Donc, on a commencé à s'étirer l'enfant. C'est dommage de le dire. Oui, de le dire, mais c'est réel, j'ai vécu ça. À s'étirer l'enfant comme ça, comme du pain. L'autre a un bout, moi j'ai un bout, et puis on s'étire l'enfant. Waouh. Ouais. Il y a une dame qui est sortie de nulle part, qui s'est approchée de moi, et puis elle me parle à l'oreille. Elle dit, madame, c'est votre enfant? Je dis oui. Non, elle a dit quoi, ma fille, parce que j'étais encore jeune. C'est votre enfant? Je dis oui. Elle dit laisse. J'ai dit je laisse. Elle dit non. Il faut laisser, on ne fait pas ça. L'enfant était dans ma main, elle dit, ne fais pas ça, laisse. Donc, je laissais. Et il a pris une tassie, je suis montée aussi avec lui dans les tassis. Comme un enfant, on prend sa sucette, je le suivais comme ça. Donc, on s'en va. Et il devait remettre l'enfant à une de ses cousines, alors que la mère vit. Ah, j'avais oublié. Avant d'arriver là, c'est qu'au tribunal, parce que lui, il est parti au tribunal. Moi, je n'ai pas pu partir au tribunal parce qu'il n'y avait personne pour garder l'enfant et tout. Et je ne voulais pas, en fait, aller affronter mon papa au tribunal. C'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Donc, finalement, je ne suis pas partie. Et comme moi, je ne pouvais pas partir au tribunal et tout, donc il fallait que bon, je ne sais pas comment, qui lui a donné ce conseil et tout. Donc, moi, c'est comme si moi, je lui demandais pour avoir la garde de l'enfant. Donc, voilà. Et c'est là-dessus qu'il a joué. Quand je parlais de l'aspect psychologique, c'est dessus qu'il a joué. Donc, c'est lui qui a la garde de l'enfant, c'est lui qui doit s'occuper de l'enfant. Officiellement, le tribunal lui a donné la garde de l'enfant. Donc, il faut qu'il s'en occupe. Donc, on arrive. Donc, sa cousine, quand elle m'a vue en pleurs, elle dit, il faut donner l'enfant à la fille, donne son enfant. Mais je t'assure que je suis tombée malade. C'est réel. C'est-à-dire, quand vous avez des émotions trop fortes, moi, je l'ai vécu, je suis tombée malade. Parce que déjà, depuis la veille, toute la nuit, le transport jusqu'à ce qu'on arrive à Abidjan, je suis tombée malade, on m'a hospitalisée par la suite de ça. Et je passais tout le temps à pleurer, tout le temps à pleurer. Je veux voir mon enfant, je ne mangeais même plus. C'est comme ça que ma grand-mère a appelé ma maman, elle est venue en urgence. Ils ont pris des gens à aller le voir. Il faut donner l'enfant est encore petit. L'enfant ne l'a pas demandé à Annette, il est venu. Bon, tout ce que vous faites autour, là, c'est pas bien pour l'enfant. Donc finalement, j'étais là à l'hôpital. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait 3 jours d'hospitalisation, je suis sortie, j'étais chez ma grand-mère. Et puis, à ma grande surprise, je vois ma maman qui revient avec mon bébé. Là, c'est fini, la maladie est partie. Je me suis relevée comme ça. Oui, la maladie est partie. La maladie est partie tout d'un coup. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et donc, l'enfant revient. Bon, après, il y a les péripéties. Mais moi, je vais sauter tout ça. Et ma question aujourd'hui, c'est, vous êtes en France aujourd'hui. Comment ça se passe pour que vous vous retrouviez en France? Bon, ça va plus ou moins. Hein. Vous le savez, au début, c'est difficile. C'est difficile quand on arrive... Non, déjà, pourquoi avoir décidé de venir en France, déjà? Pas que j'ai vraiment décidé. C'est-à-dire qu'au début, je venais, je repartais. Et puis, bon, il y a eu la période de la Covid, là. Oui. C'est vraiment à cette période-là que, bon, voilà, que je suis
Et du coup, l'enfant, il est où maintenant? Il est en Côte d'Ivoire ou il est avec vous aussi? Oui, c'est un adulte. Ah, il est en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, du coup, maintenant, ça vous dérange plus trop qu'il soit loin de sa mère? Non, c'est fini, là. Cette période est passée. Hein. La période est passée, c'est un adulte, il est à sa charge et tout, donc voilà. Et le père de l'enfant, du coup, qu'est-ce que ça a donné? Bon, il est là, lui aussi, vit sa vie tranquillement, il a refait sa vie, et puis bon, voilà. Bon, nous, nous, on aime les pépites. Du coup, vous êtes séparés, pourquoi? Ah non, je suis partie, on s'est séparés. Bon, je veux dire moi, c'est moi qui suis partie finalement, parce que au début, je suis restée. Je suis restée franchement pour mon enfant. Et après, quand l'enfant a grandi, bon, je suis partie. Je suis partie parce que, comme je disais, il y avait trop d'émotions psychologiques et c'est pas bien. D'accord. On dit souvent que l'enfant sépare les couples. Qu'est-ce que vous en pensez? L'enfant sépare. Les couples, oui. Ou les réunit. Bon, j'ai souvent entendu que l'enfant sépare les couples. Vous en pensez quoi? Non, ça dépend de... Non, je ne crois pas que l'enfant sépare les couples. Ça dépend de comment l'enfant... vous avez eu l'enfant et comment vous gérez aussi l'enfant. Voilà. Comment vous gérez l'enfant. Sinon, je ne crois pas que... Au contraire, l'enfant doit pouvoir resserrer les liens. Logiquement, quoi. Ok. Donc, et aujourd'hui, vous faites quoi dans la vie? Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, dans la vie, je travaille dans l'hôtellerie, ici. Voilà. Je travaille dans l'hôtellerie. Mais pourquoi l'hôtellerie? Oui, parce que moi, je suis quelqu'un de manuel, en fait. Je suis quelqu'un d'assez manuel. J'aime bien tout ce qui est... là, on bouge et tout. Sinon, à la base, je fais une formation commerciale, donc inspecteur commercial. Je travaille un peu dans le domaine commercial et tout, mais je suis très manuel, je touche un peu à tout. Mais ici, en France... c'était pas évident, mais vous savez, quand on arrive au début, je de faire les petits boulots et tout. Donc, par la suite, après, j'ai eu l'opportunité d'être dans l'hôtellerie parce que j'aime le contact et tout ça. J'aime pas m'asseoir comme ça dans un bureau, rester derrière un ordinateur. Non, en général, j'aime bien bouger. D'accord. Voilà. Et pour fermer cet épisode de votre vie-là, quelle est la leçon que vous avez tirée? Ah, beaucoup. Par exemple? Beaucoup. Est-ce que je devais dire, la première leçon? Déjà, quand je parle de ma jeunesse, il est important pour des jeunes, les enfants, d'écouter les parents. Oui. Ah ouais? Écouter, oui. Parce que quand on est parent, en fait, on donne des conseils aux enfants, ne fais pas ci, ne fais pas ça, marche comme ça. Je veux dire, c'est pas anodin, en fait. Donc, si l'enfant écoute ce que les parents disent, hein, ça te préserve de beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Là, par exemple, j'aurais pas, peut-être à cette période-là, je serais pas tombée enceinte plus tôt. Pourtant, vos parents vous le disaient. Bien sûr, mais tous les enfants disent. Tous les parents disent aux enfants. Mais vos parents vous disaient quoi concrètement par rapport à ça? Garde-toi, va à l'école, finis tes études, et puis bon, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aimer, qui va venir officiellement voir la famille, se présenter et puis te prendre comme tout, voilà. Il ne faut pas suivre les garçons, ça c'est ce qu'on dit en général aux enfants. Hein. Et pourquoi vous n'avez pas écouté alors vos parents? Ah, pourquoi je n'ai pas écouté? Bon, je ne sais pas. Je sais pas. Mais à cette période-là, pas que je n'ai pas écouté. J'ai écouté jusqu'à cet âge. Voilà. Après, vous avez estimé que vous étiez assez grande. J'ai écouté jusqu'à cet âge, voilà. J'ai écouté. Et qu'est-ce que le vous d'aujourd'hui dirait à votre vous de 18 ans? Vous direz quoi? Ah ouais. Si c'était à refaire, je n'aurais pas fait. Mais vous diriez quoi? Qu'est-ce que vous diriez? Imaginons que vous êtes en face de vous à 18 ans. Ouais. Quel est le conseil que vous serez donné? C'est ce que je dis. Je dis, bon, Annick, si c'était à refaire, je n'aurais pas fait, franchement. D'accord. Ok. Top. Et désormais, aujourd'hui, vous êtes auteur du livre « Femme, relève-toi ». Ouais. Vous estimez que la femme n'est pas est couchée? Oui. Comment ça? Elle est couchée parce que, en plus d'être auteur aujourd'hui, je suis coach de vie. Et pourquoi? Parce que, avec tout ce que j'ai vécu, je me dis, ou j'ai l'impression, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Donc, autour de moi,
il y a des hommes même Oui. ou des femmes Oui. après qui s'approchent de moi qui ont vécu la même chose. Et vous leur Peut-être dites- qu'elles ne sont pas tombées enceintes très Oui. tôt, mais dans leur vie de couple, après, elles se sont séparées. Mhm. Et après, la gestion de l'enfant, c'est compliqué. Et vous leur dites quoi? Et donc, moi, ce que je fais, et comme j'ai déjà vécu ça, Oui. je leur explique ce que j'ai vécu, Mhm. comment j'ai pu me relever. Et comment vous êtes relevé? Je me suis relevée déjà, la prière Oui. a été un très, très, très grand soutien pour moi. Ah, justement, dans votre livre, vous parlez à un moment donné, je vais vous lever le dire, vous dites faire confiance à l'Éternel. En quoi est-ce que l'Éternel, la confiance qu'on place à l'Éternel, peut nous permettre de dépasser des moments difficiles? Ouais. Parce que dans ce livre, comme je disais, Oui. je suis chrétienne, donc Oui. dans ce livre saint qui est la Bible, Mhm. il nous dit de ne pas avoir confiance en l'homme. Ouais. De ne pas avoir confiance en l'homme. Et moi, j'ai compris comme ça par la suite que pourquoi ne pas avoir confiance en l'homme? Parce que l'homme est aussi un être humain Mhm. qui n'est pas parfait. Mhm. Donc moi, je ne suis pas parfaite aussi. Mhm. Donc si je peux tomber, je peux chuter, celui qui est en face, mon prochain, mon autre moi aussi peut chuter. Il n'est pas un surhomme. Mhm. Donc je ne peux pas placer ma totale confiance en un être humain. À un certain moment, il faut qu'il y ait une limite. C'est-à-dire, si je vois l'autre qui chute ou bien l'autre fait une erreur, hein, il ne faut pas que je sois surprise en fait. D'accord, ok. Parce que parfois, on se dit non, la personne ne peut pas faire ça. Au point où on a du mal à tellement croire ce que l'autre a fait Oui. qu'on a du mal à se relever. Mais quand tu te dis que c'est un être humain aussi pécheur, donc s'il tombe, il chute, tu arrives à surmonter cela. D'accord. Et pour une femme qui est à terre, le titre de votre livre, c'est Femme, relève-toi. Comment est-ce qu'elle fait pour se relever? C'est quoi les étapes à suivre? Elle commence par quoi? Et commence d'abord par prendre conscience. Hmm. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas pris conscience que j'étais à terre. Et Ah. ça m'a valu des années. Parce que j'étais rongée par la douleur, en fait. J'avais eu du mal à accepter. Pas la grossesse, non, ça c'est déjà fait. Oui. Mais tout ce qui était autour. Autour de la grossesse. Autour. Et après, ça ne s'était pas arrêté là. J'ai vécu pendant un moment. Et après, quand je suis partie, il fallait maintenant. C'est-à-dire quand je dois récupérer l'enfant pour les week-ends, c'est compliqué. C'est-à-dire même pour gérer, même après, même l'enfant. Pour gérer l'enfant, il doit venir un peu chez sa maman, il doit venir un peu chez son papa. Tout ça, c'était difficile. Oui. Au point où j'ai eu du mal, franchement, j'avoue, à me relever. Ouais. Je n'arrive même pas à parler. Là, aujourd'hui, j'en parle. Hein. Oui. Tout le monde entier va entendre. Non, parce que j'assume. Mais pendant des années, je n'arrivais pas à expliquer. J'étais silencieuse. Et je passais tout mon temps à pleurer. Je passais tout mon temps à pleurer. Je n'arrivais même pas à expliquer. J'ai gardé ça en moi pendant longtemps, en fait. Et un jour comme ça, il y a une dame qui me dit, mais Annick, quand on te voit, on sent que tu es une belle femme. Là, aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. Hein. Tu es une belle femme, même, tu brilles pas. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi et tout. Donc, ça m'a fait un déclic. Je me dis, mais ça, c'est dans mon intérieur, en fait. C'est-à-dire, si elle arrive à dire ça, c'est ce que j'ai reflété, mais en réalité, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi. Et donc, quand je lui ai posé la question, mais pourquoi tu me disais? Elle dit, elle ne sait pas, mais quand elle me voit, non, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, qui ne va pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre conscience et j'ai commencé à faire le travail sur moi, à lire des livres, à comprendre beaucoup de choses. Voilà, que ce n'était pas en fait l'autre. Oui. Parce que l'autre même, ce n'était pas son problème en fait. Oui. Ce n'était pas son problème. Donc j'étais la personne, en fait je souffrais à l'intérieur de moi, mais bon, l'autre il continue sa vie quoi. Donc il est important de comprendre que quand tu traverses une épreuve, tu traverses des moments difficiles, c'est d'abord prendre conscience de ce que tu vis. Il faut t'arrêter à un moment, faire une pause et puis chercher maintenant à trouver des solutions au lieu de te lamenter, au lieu de te plaindre, hein, pour dire bon c'est les autres,
c'est lui-là qui a fait ça. Non, les gens ne m'aiment pas, les gens ne font pas ci. Non, tu te fais plus de mal que de bien, en fait. Et ça a duré des années. Oui. Franchement, ça a duré des années. Et j'ai pris conscience que ce n'était pas les autres, que c'était moi. Ouais. D'accord. Et quand tu prends conscience de ça, la suite, c'est quoi? La suite, je fais la démarche de pardon. Oui, parce que j'en avais là. Justement, tu en parles aussi dans ton livre. Tu parles de, que je m'y mette, pardonner un acte indispensable. Ouais, j'en avais là. Pardonner à qui? Pardonner d'abord au père, à mon fils ensuite, et puis je dirais même à ma famille, pourquoi pas. Et comment vous faites pour pardonner? D'abord, j'ai approché le père, et puis je lui ai dit bon, que je viens te demander pardon, et te pardonner aussi, parce que j'ai certainement aussi ma part de responsabilité et tout. Mais avant d'aller, je fais ma bonne prière, je confiais d'abord ça à l'Éternel, qui nous conseille de pardonner. Oui. Comme on récite la prière de notre Père, pardonne à celui qui t'a offensé. Voilà. Donc, je fais cette démarche-là et j'avoue, et ça, je le dis. Et quand j'ai ouvert ma bouche pour dire, bon, je te pardonne, et moi aussi, je te demandais pardon, c'est comme si c'était hier, ce que je vais dire maintenant. Je sentis de mes épaules un poids. Il est senti, c'est déchargé. Ouais, ça, je l'ai senti, je l'ai vécu. Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui écoute ce que vous dites, mais qui a du mal à pardonner? Vous lui diriez quoi? Il faut que cette personne fasse le pas, c'est important. Le pardon libère. Le pardon, c'est une très, 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 très grande délivrance, en fait. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes enchaîné. Ouais. Vous êtes enchaîné. Et que vous pardonnez pour vous d'abord. Parce que celui qui vous a offensé, lui, vous a offensé, puis continue sa route. Hein. C'est toi qui rumine, c'est toi qui as la douleur. Donc, il faut faire l'effort de pardonner. Même quand c'est difficile, il faut pardonner. Okay. Imaginons une femme qui est avec un ami. Ça peut être un ami, ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être son conjoint. Ça peut être un homme aussi qui a été blessé, qui décide de pardonner. Est-ce que pardonner signifie se remettre avec la personne? Oh, ça dépend. Ça dépend du degré de l'offense. Oui. Ça dépend du degré de l'offense. Si vous êtes en couple, mari et femme, il y a toujours des choses, donc on pardonne constamment. Hein? Mais quand vous n'êtes plus ensemble, il ne faut pas te remettre à la personne. Non. Ouais, c'est clair. Non, il ne faut pas te remettre. Donc, si je comprends bien, pour vous, il ne faut pas se remettre avec les ex, c'est ça? Non, Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que les ex puissent se remettre ensemble? Ça dépend, toujours ça dépend. Ok, ça dépend. Ça Donc, vous n'êtes dépend. pas complètement fermé? Non, pas complètement fermé, mais vraiment, ça dépend. Franchement, ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend de quoi? Non, mais savoir, de quoi est-ce que ça dépend? Ça dépend de quoi. Moi, par exemple, je me serais pas remise. Hein. Non. Je me serais pas remise. Mais si... Déjà, la notion de S même, c'est assez complexe quand même. Hein. Ouais, c'est complexe. Dans quel sens? C'est complexe dans quel sens? Que si vous n'êtes plus ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais. Donc, si ça n'a pas fonctionné, quelle idée de venir encore se remettre ensemble? Mais peut-être parce qu'il fallait gagner un peu en maturité. Ouais, c'est possible. Bon, c'est possible. Bon, tout ça que je dis, ça dépend. C'est vraiment complexe. D'accord. Ouais. Okay. Vous parlez aussi beaucoup de développer la résilience dans votre livre. Comment est-ce qu'on développe sa résilience? Ouais, on développe d'abord... La résilience fait partie de la vie. Et quand vous n'avez pas compris ça, vous durez dans les épreuves, en fait, comme moi. Comme moi, j'ai duré dans l'épreuve et vous perdez du temps. Ça ne sert à rien, en fait. La douleur, l'épreuve, il n'y a rien de nouveau sur ce ciel, ça fait partie de la vie. Oui. Moi, je ne peux pas maîtriser. On développe comment? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je ne peux pas maîtriser ce que l'autre pense. Mais je peux maîtriser moi.
ce que je pense, ce que je veux, ce que je suis. C'est pour ça qu'il est important de faire le travail sur soi. Parce qu'il aura toujours des problèmes sur cette terre. Voilà. Donc, c'est d'abord ça. Donc, le travail, il est interne, il est sur soi d'abord. Je dis n'importe quoi. Je trouve quelqu'un le matin, je lui dis bonjour monsieur ou bonjour madame, et la personne au lieu de me répondre avec un sourire, ah bonjour, la personne peut-être boude. Vous comprenez? Attends, je ne vais pas me fâcher parce que la personne ne m'a pas bien répondu, mais la personne a boudé. Moi, je sais que le plus important, je trouve quelqu'un, je lui dis bonjour. Donc, si toi, tu ne m'as pas répondu, mais ça, c'est ton dada. Donc, si tu comprends ça, hein, tu pourras vivre les relations humaines vraiment en paix et dans la sérénité. Donc, chacun n'a qu'à faire sa part. Chacun doit faire sa part, en fait. C'est pour ça qu'il est important. Là, j'entends des gens qui disent de plus en plus, on parle de développement. Mais oui, il est important de travailler sur soi. Si toutes les personnes A et B travaillent, A travaille sur lui, B travaille sur lui, c'est sûr qu'ensemble, les gens vont se poser des limites. Il aura des limites à ne pas franchir. Tout à fait. Mais A travaille sur lui, B ne travaille pas sur lui, il aura toujours des couacs dans la société, en fait. Et bon, imaginons une femme qui est en couple, qui est mariée, et elle travaille sur elle, mais son mari ne fait pas autant. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour amener son conjoint, son mari, à travailler sur lui aussi? Toujours dans la bienveillance. D'abord par son attitude et son comportement. Ouais. Son attitude et son comportement, parce qu'en général, en couple, moi je suis africaine, déjà dans notre culture et tout, on donne la place qu'il faut à l'homme. Oui. Voilà. Donc la femme, c'est vrai qu'elle est femme et tout, mais c'est pas elle qui est la femme n'est pas le chef de la famille. Oui. L'homme est le chef de la famille. Donc toi, une femme, tu travailles sur toi. Tu as compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu vois les choses autrement. Oui. Donc c'est pas ton comportement, pas ta façon de te comporter, pas ta façon de parler à ton mari qui fera qu'il y ait un changement aussi à ton niveau. Ça va l'emmener aussi à revoir aussi sa façon de faire. De faire les choses. De faire les choses, voilà. Il faut écouter Amen, il faut dire Amen en commentaire. Mais c'est lourd. Ça va rien, oui, c'est ça. Et justement, vous dites que vous êtes coach de vie. Oui. En général, lorsque les gens viennent vous voir, c'est pour vous poser quel genre de problème? En général, quand ils viennent me voir, c'est pour... comme moi, je me suis spécialisée un peu dans ça, c'est poser des problèmes de difficultés, dépendance affective. Parce que la dépendance affective, c'est un point aussi qui est, je veux dire, que ce soit l'homme ou la femme, on doit se libérer de ça. Et c'est quoi la dépendance affective, pour ceux qui savent pas? La dépendance affective, comme le mot le dit, dépendre. Oui. Vous dépendez affectueusement de l'autre. De l'autre? Ouais. OK. C'est-à-dire, sans l'autre, si l'autre en face ne valide pas tout ce que vous faites, vous êtes en quête, c'est-à-dire toujours en train de demander l'amour de l'autre, l'affection de l'autre. D'accord. Et qu'est-ce qui peut entraîner qu'est-ce qui peut causer une dépendance affective? Bon, en général, la source, c'est dans les blessures. Oui. C'est dans les blessures, le manque d'amour à l'enfance. Oui. Hein, c'est dans les blessures, voilà. D'accord. Et pour quelqu'un qui justement est victime de dépendance affective, comment faire pour sortir de là? D'abord, la première chose, toujours la prise de conscience. Oui, toujours. Parce que quand les gens vivent la dépendance affective en général, elles ne sont même pas conscientes que elles dépendent. Parce que quand tu leur expliques, pour elles, c'est normal. Toujours en train de pleurer derrière un homme ou bien en train de pleurer derrière une femme, je trouve que c'est normal. Ouais, je l'aime trop. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de l'amour de qualité, en fait. Oui. Il y a un amour qui n'est pas de bonne qualité aussi. Mais oui, il y a de l'amour qui n'est pas de bonne qualité. Bon, OK. Bon, OK. C'est quoi l'amour de bonne qualité? Les 3 critères d'un amour de bonne qualité, c'est quoi? L'amour de qualité, d'abord, soi-même, il faut s'aimer. Oui, OK. Comme la parole nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu es dans la dépendance, ça veut dire que toi-même, tu ne t'aimes pas. D'accord. Premier critère. C'est ça le vrai point. Tu ne t'aimes pas. Donc, il faut te libérer de ça. Le premier critère, il faut t'aimer d'abord. Oui. Ce n'est pas de l'ego. Oui. Je ne parle pas de l'amour excessif. Parce que quand c'est excessif, ça devient autre chose. Ouais. Mais de l'amour normal. T'aimer, prendre soin de toi émotionnellement, c'est important.
te poser des limites. Hein? Et c'est tout ça là, l'un dans l'autre, qui va te permettre d'avoir un regard vraiment de qualité sur l'autre. Sur l'autre. D'accord. Voilà, un regard de qualité sur l'autre. Ok, donc pour revenir maintenant sur le fait, sur la dépendance affective. Vous avez dit la première étape pour en sortir. La prise de conscience. Prise de conscience. Ensuite. Ensuite, la deuxième étape, qu'est-ce que je dirais? Non seulement tu prends conscience, tu te reconnais à toi-même. Comment on fait ça? Se reconnecter à soi. Oui. C'est-à-dire, la première chose à faire, quand on se reconnecte à soi, je prends conscience que je suis dépendante affective. En deux, je me reconnecte à moi-même. Oui, mais comment Comme moi, dans mon cas, je retourne dans mon enfance. Oui. Voilà. Quand on est enfant, on est assez pur. Je retourne dans mon enfance. Je vois dans mon enfance que j'arrivais à faire, qu'aujourd'hui, avec les épreuves et les blessures, je n'arrive plus à faire. Oui. Donc, je me reconnais à ma personne, à mes rêves et tout ça. Ensuite, la troisième étape, je commence à poser des limites, en fait. J'apprends à poser des limites. Si je disais oui, je t'ai béni, oui. Maintenant, je fais l'effort de, quand l'autre, je n'attends plus la validation de l'autre. Voilà. Je n'attends plus la validation de l'autre. Je prends mes décisions toute seule, avec tous les risques que ça comporte, et je les assume. Ensuite, je dirais quoi encore? Là, j'avais ça en tête tout à l'heure, pendant que je parlais, j'ai perdu le fil, là. Oh là là. Bon, voilà. Pas grave. Oui. Il faut aussi, là ça m'est revenu, il faut les affirmations de soi, c'est important, c'est-à-dire se proclamer. Quoi par exemple? Ça peut être quoi comme phrase? Comme phrase, je m'aime, je suis unique, j'ai de la valeur. Oui. Voilà. J'ai du prix, j'ai de la valeur. Donc je ne dois pas laisser n'importe qui m'écraser, me chiffonner, me mépriser. Oui. Je sais que j'ai de la valeur et ce sont ces phrases-là. Il ne faut pas dire j'ai de la valeur parce qu'il faut le dire, mais il faut vivre ce que tu dis en fait. Voilà. Il faut le vivre au quotidien afin que ça puisse avoir un impact sur soi. Oui, et nous, on aime bien les anecdotes. Est-ce que vous auriez une anecdote par rapport à, je sais pas, une dame, un couple, un monsieur qui est venu vous voir et qui vous a posé un problème par rapport peut-être à la dépendance affective? Genre, l'anecdote qui vous a la plus marqué, ça serait laquelle? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Donc, l'exemple que je pourrais prendre, dépendance affective, ça c'est un monsieur, mais qui n'est plus avec sa femme? La femme, oui. Et ils ont un enfant. Oui. Et la femme aussi est partie au tribunal. L'affaire allée au tribunal, c'est la dame, ce monsieur il vit en Italie, et c'est la dame qui a envoyé le monsieur au tribunal. Et il a eu la chance, quand je dis chance, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé en prison parce qu'elle a dit qu'elle a reçu des coups et tout. Mais donc il a été condamné pour les travaux d'ordre général et tout. Mais malgré ça, il était tout en train de pleurer pour pouvoir voir l'enfant. Parce que logiquement, ils ne sont plus ensemble, mais le tribunal a dit le monsieur pouvait prendre l'enfant, je crois, chaque 2 semaines. L'enfant est partagé en fait entre les deux parents. Mais la dame, elle joue là-dessus. Parce qu'ils étaient ensemble, le monsieur il avait vraiment beaucoup d'amour pour la dame. Ouais. Et maintenant qu'ils ne sont plus ensemble, elle joue là-dessus, sur les sentiments du monsieur. En plus, il a du mal à voir son enfant. Donc, c'est un peu similaire à ce que moi j'ai vécu. C'est comme ça que régulièrement, je parle avec le monsieur, régulièrement, mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à se détacher. Et même quand il appelle pour avoir des nouvelles de l'enfant, la femme l'écrase. Elle l'insulte. Elle lui dit, c'est-à-dire ça dépend de son humeur en fait. Il pleure. Je dis non, il faut arrêter, du courage. 2-3 jours après, il va appeler la dame. Mais au jour d'aujourd'hui, le monsieur est libre. Mais comment il a fait du coup? Comment il a fait pour s'en sortir? Déjà, il a arrêté d'appeler, c'était difficile. Oui.
Donc, il n'appelait plus. Donc, quand il me dit non, il faut que j'appelle, j'ai dit non. Comme on dit chez nous, terre à terre, attrape ton cœur. Attrape ton cœur, Oui. mets l'eau sur ton cœur, là, pardon, attrape. Mais après, il m'a pas dit, j'ai appelé. Il dit, hey, attrape ton cœur. Mais avant d'appeler, là, moi, je dois être en contact avec toi d'abord avant que tu n'appelles. Oui. Donc maintenant, c'est ce qu'il a commencé à suivre. Donc avant d'appeler, il m'appelait. Je vais appeler. Tu vas appeler, tu vas dire quoi? Il me dit, je vais dire ça. J'ai dit, non, n'appelle pas. N'appelle pas. Comme on dit, il y a une technique, on dit, fuis-moi, hein, je te suis. Oui. Donc c'est ce qu'on a mis en place en fait. Le fuis-moi, je te suis. C'est ce qu'on a mis en place. C'était très difficile au début, mais j'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de parler, le monsieur est libéré complètement. Donc, du coup, la femme ne me comprenait plus parce qu'il appelait pratiquement tous les jours, la dame. Et quand il a coupé au début ici, il appelait, je dis n'importe quoi, il appelait 3 fois, on a réduit progressivement en fait. Pour ne pas qu'il sente le sévrage. Donc, on a réduit progressivement. Au lieu d'appeler 3 fois, il a réduit 2 fois, après 1 fois, et puis après, pas du tout. Maintenant, il appelle peut-être tous les 2 mois, 3 mois, parce qu'il faut qu'il ait des nouvelles de l'enfant et tout. Mais elle-même, elle n'arrive pas à comprendre. Et puis, en off, ça, ce qu'il faisait officiellement, en off, tous les jours, devant son miroir, il a commencé à se faire des proclamations, voilà, positives, pour reprogrammer même son cerveau, en fait. Voilà. Reprogrammer son cerveau, et puis bon, voilà. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la lecture. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez lu qui vous a le plus marqué? Oui. J'en ai lu plusieurs. Il y a 2 qui m'ont marqué. Pouvoir illimité de Anthony Robbins. Ouais. Et le second, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Ah, Le secret d'un esprit millionnaire. Ah non, j'affectionne ça, je l'ai au chevet de moi. Ah oui? Ouais. Ah, d'accord, c'est top. C'est un puissant livre, franchement. Et dans le pouvoir illimité d'Anthony Robbins, est-ce qu'il y a une phrase ou une expression? Oui, c'était quoi qui vous phrase, la phrase qui m'a marqué. Oui. L'épreuve, l'échec est un résultat. C'est-à-dire, chez nous, en francophonie, on voit l'échec, c'est un problème, mais les pays anglophones, dans le livre, il a parlé, j'en ai même parlé dans le livre, l'échec, de voir l'échec comme un résultat. Ce n'est pas une fin en soi, en fait, l'échec. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est un résultat. Si le résultat, il peut être positif ou négatif. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois maintenant les situations difficiles, comme un résultat. Donc, le résultat, si je cherche un résultat positif, je vais tout faire pour que ce que je suis en train de faire soit positif. Oui. Mais si il devient négatif, je n'ai pas besoin de me prendre la tête ou bien dire c'est fini pour moi, pour ça, je ne vais pas manger. Non, la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, le résultat est positif, demain, il peut être négatif. Aujourd'hui, il est négatif, demain, il peut être positif. Et puis, bon, la vie continue. S'il est positif, alors je m'assois. Pourquoi il est négatif, pardon? Je vais tirer les leçons, ce qui n'a pas marché, pour que ça soit négatif. Et puis, bon, je trouve les solutions. C'est si simple que ça. Et c'est quoi le plus gros échec pour vous de votre vie? Vous estimez que ça, c'était un gros échec pour moi? Ah, c'est une colle. J'aime bien mettre l'école. Le plus gros échec, oui. J'ai perdu du temps. Ah. Dans l'épreuve. Ah, ok. Ouais. J'ai perdu du temps dans l'épreuve. Et j'estime que j'ai gaspillé du temps. Oui. Et pour une personne qui fait face à un échec et qui a du mal à se relever, vous lui diriez quoi? Ah, je dirais, comme vous dites, le continent, gars, c'est ça, non? Oui. On dit continent. Ouais. Gars, c'est vrai, mon frère ou ma soeur, tu traverses des moments difficiles, c'est vrai, ça fait partie de la vie. Mais sache que tout ce que tu traverses là, un jour, tu vas rire. Parce que rien n'arrive au hasard, en fait, dans la vie. Et les erreurs, ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est pour ton développement, en fait. Prends ça comme ça. C'est pour te former, en fait. C'est pour que tu apprennes quelque chose de ce que tu es en train de traverser, en fait. Je dis n'importe quoi. Si tu es une personne, tu n'es pas patiente dans la vie, tu vas vivre des événements ou des situations qui vont t'emmener à
à cultiver la patience. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. D'accord. Et un sujet qui n'a complètement rien à voir, est-ce que vous avez déjà été victime de racisme? Personnellement? Oui. Bon, je réfléchis. Bon, si, peut-être un peu à l'hôtel, là. Comment ça s'était passé? Racontez-nous. Ah, ouais. Bon, pas vraiment, hein, pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment, Oui. pas vraiment. Et selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que très souvent, les Africains ici en Europe n'ont pas de hauts postes dans leur boulot? Mais il y en a quand même, hein. Il y en a, on est d'accord. Il y en a. Il y en a. Bon, je dirais que la plupart des Africains n'ont pas de... Bon, pour ceux qui n'ont pas de haut poste, Oui. bon, en général, quand les gens viennent, c'est pas pour... Ils viennent dans l'esprit, c'est pour faire leur jossi, hein. Il y a déjà ça qui, Ouais. qui les limite. Eux, ils veulent gagner leur argent tout de suite et puis bon, passer à autre chose. Donc, ils veulent faire ce qui est rapide. Oui, alors oui. que c'est dans les petits boulots que tu peux avoir quelque chose au quotidien. Oui. Voilà. Parce que si tu veux être dans les hauts postes, il faut te former. Tout à fait, voilà. tout à Donc... fait. c'est peut-être pour ça que les gens ne visent pas, je veux dire, les hauts postes, à mon avis. D'accord. Et comment est-ce que tu regardes les Africains de la diaspora? C'est quoi le regard que tu portes sur eux, sur nous? Sur nous? Oui. Déjà, comme je disais là, les gens ils veulent juste une façon limitée. Moi, je parle de ce que je sais. Je prends l'exemple des femmes de chambre à l'hôtel là-bas. Oui. La plupart, elles ne savent même pas lire. Ah. Vous voyez? La plupart. Hein. Mais il y en a qui savent, mais la plupart ne savent pas lire. Et moi, je les encourage, par exemple, alors qu'elles sont ici, elles ont la possibilité de se former. Mais ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Je dis, mais le métier que tu es en train de faire, tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Hein. À un moment, tu vas arrêter. Va te former, apprends au moins à lire et écrire. Même pour lire, tu vas quelque part. Pour lire même une adresse, elles vont venir te donner. Ah madame, c'est quoi? Je ne vais même pas loin. Même le planning. Comment je fais le planning le matin? Pour lui dire, bon, tu dois travailler dans tel étage, tel étage. Parfois même, là, il y a un jour, elle a pris, elle a renversé comme ça. À l'envers. Non, mais c'est déplorable. Je sais que peut-être dans ton pays d'origine, tu n'es pas allé à l'école, mais tu es arrivé ici, tu as la possibilité de te former un jour par semaine, mais tu es en train de courir derrière l'argent. Donc, ils ne sont pas ambitieux en fait. Voilà, il y a un manque d'ambition, quoi. Voilà. D'accord. Un manque d'ambition. Et quel est le meilleur conseil qu'on vous a procuré depuis que vous existez, selon vous? Le conseil qui vous a le plus marqué? Le conseil qui m'a plus marqué. Il y en a beaucoup. Hein? J'imagine bien. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué? Ah ouais. Ah ça, je me souviens. Là, je viens de me souvenir que j'avais rencontré un pasteur. Oui. Mais je crois qu'il n'est plus de ce monde. Il s'appelle pasteur Nicolas Joël, oui. à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà. Il a sorti un passage dans la Bible, je me souviens, mais le passage dit jeune homme, souviens-toi de ta jeunesse, hein, et que sache qu'un jour, l'Éternel va t'appeler quelque chose comme ça en jugement. Voilà, je crois que c'est ce que le passage dit. Voilà, c'est ça. Si, c'est ce que le passage dit. Et bon, de temps en temps, ça vient dans ma tête. Ça permet un peu de recadrer, de savoir que bon, tu vis, mais quand même, sache que un jour, tu ne seras plus de ce monde. Donc, c'est important de faire de bons choix dans la vie. Voilà. D'accord, ok. On entend vers la fin. Pourquoi est-ce que une femme ou un homme devrait lire ce livre-ci, ton livre, Femme, relève-toi? Ok. Alors, c'est vrai, le livre, il dit « Femme, relève-toi ». Donc, on se dit, à première vue, c'est une femme et tout. Mais
en le contenu, un homme aussi peut lire. Voilà, parce que le livre, il parle de résilience, de reconstruction et de transformation. Donc tout le monde a besoin d'être résilient, de se reconstruire et de se transformer. Donc un homme aussi peut lire ce livre-là. Voilà. Donc pourquoi? Parce que dans ce livre, le message, il est simple. Hein. Comme je dis, résilience, reconstruction, transformation. Et en même temps, peu importe là où tu as commencé dans la vie, hein, peu importe là où tu as commencé, sache que si tu te relèves et que tu prends ta vie en main, tu te responsabilises, c'est-à-dire tu te rends compte que tu es responsable de ta propre vie. Ce n'est pas l'autre, ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton enfant qui va faire les choses pour toi. Tu es la seule personne qui est responsable, qui va rester avec toi-même. Donc, il est important que tu te relèves, que tu comprennes la mesure de ta vie, de ta destinée sur Terre et que tu prennes cette destinée-là à bras-le-corps et que tu fasses les choses comme elles se doivent. Voilà. Et surtout développer son propre potentiel, comme Exactement. vous le dites dans votre livre. Voilà, développer son potentiel. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Développer son potentiel. Voilà. Vous souhaitez dire quelque chose sur le sujet? Sur le potentiel? Oui. Ah, j'ai beaucoup à dire. Allons-y. On a encore 5 minutes. On a 5 minutes. J'ai beaucoup à dire. Ben oui, il faut développer son potentiel. On n'est pas venu pour accompagner les autres. Oui. Donc, il faut découvrir ce à quoi tu es appelé, parce que chaque homme, et ça je suis convaincue, chaque être humain a quelque chose en lui. Oui. Voilà. Donc il faut aller dans les profondeurs de son être pour sortir ce quelque chose-là et le déployer. Voilà. Pour soi-même et puis pour tous ceux qui t'entourent. Voilà. Yes, sir. Et donc, on arrive pratiquement au terme de notre échange. Je rappelle le livre de Mme Annick Ouassa, paru aux éditions Argent Livre, pour se le procurer. Dans le premier commentaire de cette vidéo, on va beaucoup plus dans les détails en ce qui concerne le pardon, développer son propre potentiel. Il y avait une autre thématique qui a été développée, faire confiance à l'Éternel. Bref, tout ça, elle va beaucoup plus en profondeur. Vous parlez aussi de pensées limitantes. Oui. Il y a aussi la notion autour de la proclamation de sa propre réussite. Bref, tous ces sujets-là sont mieux développés. Bon, pour ceux qui viennent... un peu aussi de la préparation au mariage. Au mariage. Justement, et à la maternité, c'est important. Justement, on ira plus en détail au cours de la dédicace de votre ouvrage qui aura le 14 décembre du côté de la Maison de l'Afrique, dans le 16e arrondissement de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui souhaitent venir? Venir où? À la dédicace de ce livre-là. Ah, je dirais de venir. Il aura de belles choses. Ouais. Ils vont découvrir plus en profondeur les thématiques abordées dans le livre. Et il faut qu'ils viennent pour prendre le livre, là, c'est important. Parce que le livre va les rebooster. Voilà, okay. Voilà, c'est important. De toute façon, moi, j'ai pour habitude de dire que un livre peut transformer la vie d'une personne. Exactement. À condition de le lire. C'est très, très important. Parce que plus tu lis, plus tu sais, plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. Ouais. Bref, la participation pour la dédicace est totalement gratuite. Oui, c'est ça. On note ça. Donc, seule condition, c'est rejoindre le groupe WhatsApp. On vous partagera toutes les informations. On met toujours dans le premier commentaire de la vidéo. Vous rejoignez le groupe WhatsApp. La dédicace sera à Paris. Ça sera moyen de se rencontrer aussi. Oui, et bien sûr, il y aura Didi Choco. Oui. Didi Choco, la femme qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Didi Choco sera présente et puis ça sera juste énorme. Ouais. Bon, on arrive pratiquement au terme de notre échange. Ouais. Votre caméra, elle est là. Si vous avez un dernier message à adresser aux gens qui nous ont écoutés tout au long de cet échange, ça serait lequel? Votre caméra, elle est là. Alors, je dirais que l'échec, l'épreuve n'est pas une fatalité. C'est le courage d'avancer, de continuer qui compte. Alors, femme ou homme,
Relève-toi, c'est important. Yes, sir! Moi, j'ai dit amen au pluriel, amener. Dans ma personne personnelle, si tu auras aimé cet échange, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Nina Kano. CRS Jeans, GBS Music. c'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre, Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on parle de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. Pour s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre, c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Allez, allez, allez. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que Maître Béco dans la salle? Oui. Ok, super. Donc,